Poursuivant mon enquête, j'ai retrouvé la trace de Lily Jacob à Miami et j'ai réussi à obtenir qu'elle lègue l'album à Yad Vashem le 25 août 1980. Sur l'acte de donation figure une clause que j'ai moi-même rédigée et imposée. Il n'y aura jamais aucun copyright pour ces photos. Elles ont été prises à Auschwitz et elles montrent des juifs qui vont mourir. Voici ce qu'écrit Serge Klarsfeld dans la préface du livre « Un album d'Auschwitz, comment les nazis ont photographié leurs crimes » paru aux éditions du Seuil. Plus loin, celui-ci ajoute « Mon rôle était pour l'essentiel terminé, c'était désormais aux historiens de poursuivre leurs recherches sur l'album et ses photos. » Et c'est précisément ce qu'ont fait les historiens Tal Brutmann, Stefan Hördler et Christoph Kreutzmüller par un long et minutieux travail d'enquête de plusieurs années. Tal Brutmann, bonjour. Bonjour. Tal Brutmann, vous êtes historien de la Shoah. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Qu'est-ce que l'album de Lily Jacob? Alors, l'album de Lily Jacob a une histoire très compliquée, mais pour essayer de la rendre simple, en 1945, lors de la libération du camp de concentration de Dora, une rescapée de Dora qui avait été avant déportée de Hongrie à Auschwitz, puis ensuite à Dora, en cherchant de la nourriture après la libération du camp, tombe sur un album photographique. Elle reconnaît l'endroit à Auschwitz et en plus, elle reconnaît des gens qui ont été déportés en même temps qu'elle, et ensuite elle va même se retrouver dans une photographie. Cette femme s'appelle Lily Jacob, et donc elle va garder cet album avec elle. Elle est originaire de Tchécoslovaquie, donc elle passe par Prague, elle laisse une copie des photos de l'album à Prague, et ensuite elle émigre aux États-Unis. Et le musée juif de Prague va, dès la fin des années 40, commencer à diffuser ces photos d'Auschwitz, qui vont être les seules photos connues montrant des juifs à Auschwitz, et qui jusqu'à ce jour d'ailleurs sont les seules qui montrent des juifs arrivant à Auschwitz. Et à la fin des années 70, Serge Klarsfeld se demande d'où proviennent ces photos qui circulent dans le monde entier. Et donc Serge Klarsfeld se rend compte que ces photos qui circulent dans le monde entier sont des photos qui proviennent d'un ensemble, un album, où se trouvaient initialement 197 photographies. Et il décide de retrouver cette femme pour la convaincre de remettre l'album à un institut mémoriel. En l'occurrence, c'est ce qui va se passer, Yad Vashem. Il finit par la retrouver à Miami. Oui, je crois qu'il fait appel à un détective privé pour la... Il fait appel à un détective privé qui la localise à Miami. Serge part à Miami et finalement, elle accepte de déposer définitivement l'album à Yad Vashem en 1980, avec l'extrait que vous venez de lire et où Serge Klarsfeld a exigé qu'il n'y ait aucun droit sur ces photographies en raison de ce qu'elles représentent, pas seulement symboliquement ou mémoriellement, mais l'ensemble, les 197 photos, est l'ensemble le plus important photographique montrant l'arrivée de Juifs dans un centre de mise à mort. Il y a quelques photos éparses, soit les 4 photos dites du Sonderkommando à Auschwitz qui ont été prises clandestinement, ou des photos qui montrent des Juifs qui vont être tués à Ponar, qui est un centre de mise à mort à côté de Vilnius, en Lituanie. Donc il y a quelques petits ensembles photographiques qui montrent le sort des Juifs dans les lieux d'assassinat. Mais un tel ensemble photographié d'une telle manière est totalement extraordinaire par rapport à ce qui nous est parvenu. C'est déposé à Yad Vashem en 1980. Pourquoi il a fallu attendre donc à peu près 40 ans pour que des historiens, donc comme vous et vos 2 confrères allemands, s'y attellent, c'est-à-dire fassent le travail d'historien, les analysent et les regardent? En fait, vous avez raison, et en plus, dans l'extrait que vous avez lu de la préface de Serge, il dit quelque chose de très important, mais qui dit dès 1980, quand lui et Beate Klarsfeld publient la première version de l'album. Et Serge écrit dans le premier livre, maintenant aux historiens de jouer. Et ensuite, l'album va être édité à de nombreuses reprises. Le Seuil va faire une première édition en France, ensuite la Fondation pour la mémoire de la Shoah en 2005 va faire une édition avec souvent des textes d'historiens qui accompagnent les photos, mais qui s'intéressent au cadre général, en disant c'est la déportation des Juifs de Hongrie, et il y a cette idée permanente qu'on retrouve régulièrement martelée que 197 photos prises le même jour, a priori aux environs du 24 ou du 25 mai 1944, quand Lily Jacob arrive, puisqu'elle est sur les photos. Mais pour répondre à votre question, ça illustre un problème de fond qui est généralisé, qui concerne pas juste ces photos-là et cet ensemble, mais qui prévaut pour en fait tout. En histoire et même dans notre société, il y a un immense impensé sur le rapport à l'image. Pas que la photo, mais l'image en général. Et il y a cette idée très simple que vous infligez une image et chacun va la comprendre.
ce qui est totalement faux. Les images doivent être lues. Et il faut l'entendre au sens premier, et j'utilise souvent un rappel qui est très important. On apprend à lire l'alphabet. Là, j'énonce une évidence. Sauf qu'on a oublié que l'alphabet, initialement, ce qui est des lettres, ce sont des dessins. Les lettres, initialement, viennent de l'alphabet sémite, et c'est la même chose en phénicien, en hébreu ou en araméen. Aleph, Bet, Gimel, chacune de ces lettres est initialement le dessin du mot auquel elle correspond. Par exemple, bête, maison, en français, le bête, au tout départ, c'est le dessin d'une maison. Initialement, une lettre est un dessin qui signifie quelque chose. Et on apprend à lire les dessins qu'on appelle l'alphabet. On n'apprend jamais à décrypter les images. Ce qu'elles signifient. Ce qu'elles signifient concrètement et ce qu'il y a à voir dans les images. Notre regard glisse dessus, il s'arrête sur ce qu'on pense connaître, souvent de manière erronée, c'est-à-dire vous prenez les photos d'Auschwitz, puisque c'est l'objet de se dire, on dit « Ah oui, bah c'est Auschwitz, il y a des SS, il y a des Juifs, et voilà comment ça se passe ». Et c'est exactement le contraire de la manière dont il faudrait lire les images. Il faudrait d'abord regarder l'image pour voir ce qu'elle nous montre concrètement, pour ensuite analyser et comprendre à quoi on a affaire. Il y a vraiment un problème de démarche et de méthode sur la lecture des images. Et en fait, nous, ça c'est le pourquoi du comment. C'est en 2014, en discutant lors d'un colloque, Christoph Kreutzmüller et Stefan Ordler, qui sont des amis d'avant, avant ce projet, Kreutzmüller s'est rendu compte qu'il y avait un problème sur les photos d'Auschwitz, puisque Yad Vashem, mais comme d'autres, disait 197 photos prises le même jour, et Christoph Kreutzmüller me dit, il y a un problème, il y a des photos où il pleut, et il y a des photos prises à la même heure, on le sait grâce aux ombres, où il fait grand beau. Donc c'est pas possible que ça soit le même jour. Et à partir de ce moment-là, on s'est lancé dans le projet à 3, et en analysant les photos, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait au moins une dizaine de convois, et non pas un convoi fin mai, mais une dizaine de convois entre la mi-mai et le début du mois d'août, donc sur 3 mois, et qu'en plus des convois à proprement parler, il y avait d'autres séries photographiques qui avaient été prises à des dates à l'époque qui étaient inconnues. En fait, on a 197 photos constituées par au moins 12 séries majeures, plus quelques photos isolées, ce qui montre que c'est pas du tout ce qu'on pensait avoir initialement, le on étant d'une manière générale, et d'autre part, justement, qu'il fallait s'interroger à la manière dont on pouvait analyser ces photographies, alors sous tout un ensemble d'angles et de dimensions, et c'est là où c'est quasiment un travail sans fin, parce que si vous prenez juste ces photos-là, on n'a pas de pellicule, on a juste le résultat final, un album avec les photos collées dans l'album. Autrement dit, on a dû tout remonter, donc on savait historiquement qu'il y avait eu un témoignage au procès de Francfort. Lors du procès de Francfort, un des deux photographes a été interrogé mal, mais il a été interrogé. Donc depuis ce procès en 1964, on sait que lui et un autre, Walter et Hoffmann, qui sont deux photographes du service photographique d'Auschwitz, ont réalisé l'essentiel de ces clichés. Il y a aussi un autre témoignage qui laisse entendre que Rudolf Höss, le premier commandant d'Auschwitz et l'homme qui va gérer cette opération qui est la déportation des Juifs d'Hongrie, a peut-être pris quelques clichés qui figurent dans les 197 photos. Et donc on sait depuis ces procès que ces photos ont été prises par des SS pour les nazis. Exactement. Alors on sait que ces photos ont été prises par des SS, et à nouveau, ce que vous venez de dire est très très important, parce que ça montre aussi comment du savoir existe sans qu'on le relie. Avant même le procès de Francfort en 64, en 61, il y a le procès Eichmann à Jérusalem. Or, à Jérusalem, il y a une femme, rescapée d'Auschwitz, qui s'appelle Esther Goldstein, qui est interrogée, et elle figure dans les photos de l'album. Et elle témoigne sur ces photos dont on ignore à l'époque qu'elles viennent d'un album, mais qui ont été publiées notamment en Allemagne. Elle se reconnaît, on peut la reconnaître sur un cliché, elle reconnaît des gens de sa ville d'origine sur d'autres clichés. Or, en 61, elle dit « J'ai été déportée de la ville aujourd'hui en Ukraine, Tchatchiv ». À l'époque, en Hongrie, ça s'appelle Texo. Donc ça pouvait pas être le même convoi que celui de Lily Jacob. Et Lily Jacob dit « J'ai été déportée de Berego-Bilki, enfin d'un petit village Berego, et ensuite le centre de transit Bilki ». Et donc, depuis 64, on peut savoir... On peut savoir, mais on se pose pas la question. On se pose pas la question de la même manière que vous l'avez rappelé. Depuis 64, on sait que ce sont de manière évidente que ce sont des photos prises par les SS. Mais on peut aussi le savoir juste en regardant ces photos.
Elles sont prises. Donc ça donne pas la même signification aux photos que ces photos étaient prises par les SS. Exactement, mais en plus, jusqu'à la fin des années 90, y compris à l'époque communiste de la gestion du musée d'Auschwitz, c'est plus du tout le cas aujourd'hui, j'insiste là-dessus, mais à l'époque communiste, on pouvait même lire dans certaines publications ou même déclarations des responsables du musée d'Auschwitz, période communiste, que ces photos étaient peut-être des photos clandestines. Ouais. Or, quand on regarde ces photos, on voit d'évidence que c'est un photographe allemand, SS ou pas, mais évidemment que c'est un SS pour prendre des photos dans un site SS, il faut être un SS, mais on voit que ce sont des photos, tout ce qu'il y a de plus prises librement, sans aucune clandestinité. Donc, c'est cet ensemble d'exemples qui vous montrent qu'il y a du savoir Tchatchif en 61, mais Bilki en 64, SS clandestin, tout ça n'a jamais été additionné, mis de façon problématisée en regard de l'ensemble des questions que ça soulève. Oui, vous disiez quand on regarde les photos mais on les voyait pas, et vous dites qu'il a fallu déconstruire votre perspective pour reconstruire la perspective sous l'angle de l'intention du photographe, donc des SS. Exactement, parce que moi, quand Christophe Kreutzmüller me dit il y a un problème sur cet album, ça fait une bonne douzaine d'années que je travaille spécifiquement sur Auschwitz. C'est un site que je connais topographiquement parfaitement. Et pourtant, à chaque fois que j'ai eu cet album dans les mains, je me suis jamais rendu compte qu'il y avait un problème. Je commence à regarder les images et je me rends compte que ça saute aux yeux quand on fait attention. Par exemple, il y a des convois de déportation qui ne sont pas sur les mêmes rails. Et justement, c'est en ça que c'est intéressant. Je connais parfaitement le site, donc j'aurais dû me rendre compte que ce n'était pas sur les mêmes voies sur la gare d'arrivée, ce qui s'appelle la rampe. J'aurais dû m'en rendre compte, puisque je connais le site par cœur, que je travaille sur Auschwitz en tant qu'historien, et pourtant j'ai jamais fait attention. Ce qui vous montre le problème qu'il y a avec le regard qu'on porte sur l'image. En fait, notre regard, ça peut paraître bête, mais il glisse sur l'image. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel contexte ont été prises ces photos entre mai 1944 et août 1944, et pourquoi elles ont été prises? Alors le contexte est relativement simple. Le 15 mai 1944 commence la plus importante opération d'assassinat des Juifs dans la solution finale, ce qui va s'appeler à Budapest le programme Eichmann ou l'opération Eichmann, ce qui s'appelle à Berlin le programme hongrois, puisque c'est la déportation des Juifs de Hongrie, et ce qui va s'appeler à Auschwitz l'action Heuss ou l'opération Heuss du nom de Rudolf Heuss. Et c'est là où il y a tout un ensemble de choses qu'il faut réussir à connecter. Cette opération est la plus importante opération d'assassinat pour une raison de temporalité. Alors, il y a eu la destruction des Juifs de Pologne en 1942 qui est colossale, qui concerne plus d'1,5 million de personnes, mais qui vont être déportées sur 3 sites d'assassinat différents, en l'occurrence Treblinka, Belzec et Sobibor. Là, on a affaire à un projet qui est très simple. Il a été mis sur papier par Adolf Eichmann, qui d'ailleurs se rend sur place à Budapest au début du mois d'avril 1944. Le projet, c'est la déportation de plus de 630 000 Juifs d'Hongrie en 3 mois vers un seul site pour la destruction, à Auschwitz. Donc, si on continue à raisonner en termes de chiffres, le fonctionnement d'Auschwitz dans la Shoah entre 1942 et début 1944, c'est 500 000 victimes juives. 500 000 victimes juives en 24 mois. Et là, le projet, c'est 630 000 victimes juives en 3 mois. Ça vous donne une idée de l'ampleur de l'opération en termes de destruction, de Shoah. Mais en même temps, ça soulève énormément de problèmes. Auschwitz est dirigé non plus par Rudolf Heuss, qui a été promu à Berlin fin 1943 en raison de son bon travail. Il est remplacé. Et quand Eichmann commence à préparer cette opération, il estime, et il se rend compte par ailleurs, que le successeur de Heuss n'est pas compétent à ses yeux. Heuss va donc être détaché de Berlin et de son poste, qui est un poste de promotion au sein des services de la SS. Il va être rappelé à Auschwitz, pas en tant que commandant du camp, mais en tant qu'homme qui va réorganiser le site pour cette immense opération. Faire toute la logistique de cette destruction des Juifs. Et donc, l'album est décidé par Rudolf Heuss. Là, c'est vraiment le travail de reconstruction des événements. L'album est commandité par Heuss, très certainement avec l'accord de Berlin, parce qu'ils font un accord pour prendre ce type de photographie dans ce lieu-là. Et il est là, en fait, pour faire l'autopromotion de Rudolf Heuss et de ses hommes. C'est une manière de dire, regardez comment nous, on travaille bien à Auschwitz, enfin, comment moi, je dirige bien les opérations.
C'est un rapport professionnel, interne. Exactement. Et c'est sans doute, et là on a d'autres exemples qui permettent de comprendre le fonctionnement et la logique. Tout le monde connaît la photo dite de l'enfant du ghetto avec cet enfant terrorisé qui lève les mains dans le ghetto au moment de l'écrasement de la révolte du ghetto de Varsovie. Cette photo vient d'un ensemble qui s'appelle le rapport Stroop, du nom du général SS qui commande l'opération. C'est un rapport avec du texte et un album photo, qui est la deuxième partie du rapport. Là, on a très certainement la même chose. On a cet album qui était sans doute accompagné d'un texte, mais cet album, et là à nouveau grâce à tout un recoupement de documents et de témoignages, on sait qu'il a été tiré à une quinzaine d'exemplaires. C'est pour ça que vous avez titré un album d'Auschwitz et non plus l'album d'Auschwitz. Alors, c'est entre autres pour cela, parce que d'une part, il y a une quinzaine d'exemplaires de cet album-là qui ont été tirés, mais en plus, on s'est rendu compte, mais là aussi, il y a pas mal de gens qui le savaient avant, on n'a rien découvert à cet égard, qu'il y a eu énormément d'albums qui ont été produits à Auschwitz. Des albums officiels, par exemple, il y a un courrier qui nous est parvenu, mais on n'a pas l'album, où le ministre de la Justice du Troisième Reich est venu visiter à Auschwitz en 1942, et Rudolf Hess, lui a envoyé un album photo rappelant sa visite et ce qui l'intéressait. On a le courrier, il a été utilisé lors du procès de Nuremberg, mais on n'a plus l'album. Donc en fait, il n'y a pas un album d'Auschwitz, mais il y a toute une série d'albums qui ont été faits à Auschwitz, dont certains nous sont parvenus et peut-être que d'autres vont réapparaître dans les mois ou dans les années qui viennent, y compris peut-être éventuellement une autre copie de cet album. Mais dernier point, qui est là aussi le plus important pour comprendre à quoi on a affaire, on a une quinzaine de copies qui ont été envoyées aux hiérarques du régime nazi, Himmler, d'autres, sans doute aussi Eichmann, mais la copie qu'on a, c'est-à-dire l'album de Lily Jacob, cette copie que Lily Jacob a retrouvée en 1945, est la copie qui appartenait au photographe Walter. Autrement dit, c'est pas une version officielle de l'album, mais c'est une sorte de souvenir, de trophée qu'a gardé l'un des deux photographes. Et on n'a pas le texte qui accompagnait le rapport. Exactement, il est manquant. Donc on a cet album et toute la question c'est de savoir pourquoi il a été fait. Donc ça, on y a répondu et je viens de vous l'exposer. Mais une fois qu'on a établi ça, il y avait aussi qu'est-ce qu'on peut y voir et qu'est-ce qu'il y a à comprendre de ces photos. Justement, qu'est-ce que vous avez pu découvrir par ce travail minutieux qu'on ne savait pas avant? Alors qu'il y a plusieurs convois, et est-ce que vous avez compris autre chose? En fait, il y a énormément de choses et ça peut paraître très bizarre à dire. On a mis au jour énormément de choses et on sait qu'il y a énormément de choses qui restent à être mises à jour. Et je peux vous donner un exemple très simple. Si on prend les trois auteurs, c'est-à-dire moi qui suis un spécialiste d'Auschwitz, Christoph Kreutzmüller est un spécialiste de la société nazie et de la photographie dans la société nazie. Et Stefan Hördler est le meilleur spécialiste aujourd'hui en Allemagne de la SS des camps. Donc à trois, on a vraiment mis en commun nos savoirs qui sont différents et complémentaires et ça nous a permis d'extraire énormément d'informations dans les photographies. Mais il y a des choses qu'on ne maîtrise absolument pas et sur lesquelles on n'a pas été. Je vous donne un exemple. Sur les photographies, on voit énormément de juifs religieux, hommes ou femmes, qui sont habillés avec des vêtements propres à différents courants du judaïsme. Or, quand on connaît, autrement dit, quand on dispose de ce savoir-là, on peut identifier d'où viennent ces communautés. C'est-à-dire que chaque courant chassid a ses propres codes vestimentaires, voire même de la manière dont on porte la barbe, etc. Ça, c'est un savoir dont aucun de nous trois n'avons la moindre idée. Or, quelqu'un qui a ce savoir peut identifier les points d'arrivée de ces communautés, voire un certain nombre de personnes provenant de ces communautés. Il faudrait trouver quelqu'un, et ça existe certainement, qui aurait ce savoir-là et qui pourrait, lui, analyser cet aspect dans les photos. Mais ça vous montre à quel point les photos sont riches. Pour répondre à votre question, on a pu à la fois analyser les procédures des SS en matière d'organisation de la sélection, c'est-à-dire les opérations de destruction à proprement parler. On a pu dater certaines des séries photographiques en utilisant les éléments qui sont disponibles dans les photos. On a pu comprendre comment était organisé le site d'Auschwitz à ce moment-là, parce qu'il y avait énormément de choses qui étaient mal comprises. Et qui était en cours de construction. Exactement. Mais il y avait cette idée que ce qu'on appelle la rampe a été achevée. Et d'ailleurs, c'est là aussi où on voit comment on est piégé par les parce qu'en fait, les juifs qu'on voit dans l'album, ils ne sont pas à l'intérieur du camp, ils sont à l'arrivée au camp, et donc
pour la plupart, ce que vous expliquez bien, c'est qu'ils ne rentreront pas au camp. Exactement. Et dans le camp. Ils iront directement aux chambres à gaz. Et là aussi, c'est une des difficultés, mais qui est propre à la compréhension du site de Birkenau. C'est que le site de Birkenau n'est pas un camp. Si vous regardez attentivement une carte de Birkenau, c'est un cluster de camps, pour prendre un terme qui est à la mode depuis le Covid. Vous avez 3 secteurs différents qui sont à chaque fois des entités autonomes dans lesquelles se trouvent même plusieurs camps. Pour faire simple, quand vous voyez la gare, ou ce qu'on appelle la rampe, là où il y a les rails... La Judenrampe. Alors, la Judenrampe, c'est le premier lieu d'arrivée qui est entre les 2 camps, Auschwitz I et Birkenau. Et à partir du 15 mai 1944, il y a cette nouvelle rampe qui s'appelle la Bahnrampe, autrement dit la gare. Cette nouvelle rampe est entre 2 tranches du camp de Birkenau, mais elle n'est pas à l'intérieur du camp de Birkenau. Il faut vraiment insister là-dessus, c'est ce que vous avez rappelé. Quand les gens descendent du train, ils ne sont pas à l'intérieur du camp. Les gens ne sont pas censés rester sur la rampe à la gare. Ils doivent aller d'un côté le camp ou de l'autre la mort. Donc c'est vraiment un lieu où on n'est que très brièvement physiquement. Et vraiment, l'immense majorité de ces photos ne sont pas prises, à part une série où on voit des femmes à l'intérieur du camp de concentration. Sur les 197 photos, la quasi-totalité, à part cette douzaine que je viens d'évoquer, est prise à l'extérieur du camp de concentration d'Auschwitz ou de Birkenau. D'accord. Et il n'y a que ceux qui sont sélectionnés pour le travail qui vont rentrer dans le camp de concentration. Qui vont rentrer dans le camp et il n'y a que, en plus, un groupe de femmes où figure Lily Jacob qui sont photographiées à l'intérieur d'un des camps de Birkenau. Mais l'immense majorité des gens que vous voyez à la gare, sur la rampe, comme l'immense majorité des Juifs qui ont été déportés vers Auschwitz-Birkenau, ne sont jamais rentrés au camp. Ils et elles ont été assassinés dans les heures qui ont suivi. Ce que vous expliquez aussi, c'est effectivement que cette rampe a été construite en 1944, qu'avant c'était la Judenrampe qui était située ailleurs, et que donc les survivants qu'on connaît, qui ont pu témoigner comme Simone Veil ou Primo Levi, ne sont pas arrivés par cette rampe. En fait, quasiment aucun des survivants qu'on ne connaît, Simone Veil, Primo Levi, voire Ginette Kolinka, qui était dans le même convoi que Simone Veil, ne sont arrivés là, ils sont arrivés sur la Judenrampe. Le seul grand témoin qui est arrivé sur cette rampe, c'est Elie Wiesel. Qui venait effectivement qui était déporté de Hongrie. Ouais, ou alors Imre Kertész, prix Nobel de littérature, déporté de Hongrie. Mais sinon, l'immense majorité des grands témoins qu'on connaît ne sont pas arrivés sur cette rampe. Et on peut même rajouter, pour complexifier les choses, et qu'il y a un des problèmes qui découle de ces photos, c'est que, à nouveau, une fois que c'est formulé, c'est facile à comprendre. Pour faire des photos, vous avez besoin de lumière. Donc là, je viens d'énoncer une évidence. Sauf que l'immense majorité des convois, vous pouvez relire Simone Veil, vous pouvez relire Primo Levi, tous ces convois arrivent de nuit. Alors que vous ne pouvez pas faire de photos de nuit. Mais nous, on ne connaît l'arrivée qu'à travers ces photos qui, forcément, sont prises de jour. Mais si vous regardez des dessins faits par des rescapés, ils dessinent tous la même chose, ils arrivent de nuit. Avec éblouis par des projecteurs. Et en plus, chose très importante, c'est que si on regarde ces photos, ou si, parce qu'on a vu des documentaires, on a visité sur place, nous, on a une vue du lieu. Or, quand Primo Levi décrit la scène, c'est encore plus facile à comprendre. Il dit les femmes, les vieillards et les enfants ont disparu dans la nuit. Et ça signifie une chose très simple. Ces gens-là n'ont jamais vu où ils sont arrivés. Ils n'ont jamais vu ce qu'il y avait autour d'eux. C'est-à-dire que le Arbeitsmarktfrei, qui de toute façon est loin, le Mirador central de Birkenau, qui n'existe qu'à partir de fin 1943 de toute façon, tout ça, ils ne l'ont jamais vu. Ils sont descendus du train de nuit, ils ont été envoyés vers les chambres à gaz, et ils n'ont jamais su où ils étaient. Et on peut continuer comme ça. Primo Levi descend sur la Judenrampe de nuit. Il est embarqué dans un camion qui l'emmène au 3e grand camp d'Auschwitz, à Monowitz. Il n'a jamais vu le Mirador central de Birkenau parce qu'il est arrivé de nuit. Donc, oui, c'est lui qui écrit « On a été engloutis par la nuit ». Exactement. Et donc, ça vous montre une chose. On connaît Auschwitz grâce ou à cause de ces photographies, de ces 197 photos. Et tout ce que je viens d'évoquer avec vous est contrebalancé par la puissance de ces photos. On voit ces photos, on voit les scènes de sélection, et on se dit, du coup, ça se passait comme ça pour tout le monde, à chaque fois. En fait, ces photos, non, elles sont très particulières. C'est le programme de déportation des Juifs de Hongrie, comme l'appellent les SS, avec des photos prises 2 jours, et en plus sur la nouvelle rampe qui n'a commencé à fonctionner qu'à partir de la mi-mai 1944.
Donc on a des représentations faussées d'Auschwitz. Il y a autre chose qui est important à comprendre, c'est que dans ces photos, les Juifs qu'on voit ne savent pas qu'ils vont à la mort, qu'ils vont mourir, alors que les photographes, eux, savent. Et c'est une dimension fondamentale sur le rapport, on va dire, problématique qu'on a à ces images. Parce que nous, quand on regarde ces photos, il y a juste titre, on voit les victimes et on s'identifie d'une certaine manière aux victimes. Or, ces photos n'ont pas été faites pour qu'on s'identifie, initialement pour qu'on s'identifie à ces victimes, et ça, on l'a perdu de vue. Ces photos sont faites par des SS pour d'autres SS ou d'autres nazis. Il n'y a aucune compassion dans ces photographies, c'est pas du tout la volonté. Au contraire, et justement, ce au contraire est ô combien important. Les deux photographes, et un encore plus que l'autre parce qu'il est encore beaucoup plus vicieux ou tordu, s'amusent avec les victimes. Les deux SS savent exactement ce qui attend les victimes. Ça fait des années qu'ils sont en poste et ils sont en SS. Ils passent leur temps à s'amuser avec leur savoir et avec l'ignorance des victimes. C'est-à-dire qu'on fait s'arrêter les gens, hommes, femmes ou enfants, on les fait se retourner avec les chambres à gaz dans leur dos et on les prend en photo en leur intimant ou pas, puisque sur certaines photos c'est évident, l'ordre de sourire ou de se découvrir. Et donc il y a ce jeu pervers, puisqu'on est vraiment dans de la perversion, de SS qui s'amusent avec les victimes, qui font des photos qui sont souvent obscènes, une fois qu'on a compris qu'ils ont ce savoir et qu'ils s'amusent avec ce savoir. Et qu'on connaît le message qu'ils veulent faire passer. Exactement. Et du coup, ces photos, on ne les voit plus de la même manière. Vous expliquez aussi qu'il y a une intention antisémite des photographes. Comment vous voyez ça ? Alors, à travers quelles photos ? Il y a énormément d'éléments qui permettent de le comprendre, soit par les choix de mise en scène. Toute photo procède d'une mise en scène, ne serait-ce que par le cadrage. Donc il y a des photos où c'est évident. Par exemple, l'album s'ouvre sur 2 photographies qui sont des photographies ethniques, entre guillemets, typiques, qui correspondent aux représentations antisémites classiques. D'où le ethnique avec des guillemets. Donc on prend des juifs tels que la propagande antisémite nazie les représente d'un point de vue caricatural. Et donc des juifs barbus. Barbus, avec de préférence le nez crochu. Et ça correspond trait pour trait selon les photographes, ou en tout cas on fait en sorte que la photo corresponde aux caricatures pour prouver à quel point les juifs sont hideux. Donc là, c'est évident. Puis après, il y a tout le travail d'analyse pour comprendre ce à quoi on a affaire, où on a des scènes d'humiliation d'hommes juifs religieux notamment, où là aussi on a des photos hautement antisémites. Mais le problème, c'est qu'on ne comprend pas qu'on a affaire à des photos d'humiliation de juifs religieux. Et c'est là aussi une partie du travail qu'on a réalisé. Il y a une photo qui m'a marqué, vous expliquez qu'ils ont pris en photo un vieil homme qui va donner à boire à ses congénères. Non, alors en fait... on a un vieil homme et on voit qu'au bord de la photo, il y a aussi une jeune fille qui va prendre de l'eau dans ce qui apparaît être une mare. Or, cette mare est surnommée par les détenus d'Auschwitz le lac des cendres, tout simplement parce que les Sonderkommando doivent verser les cendres des corps des victimes des chambres à gaz, notamment dans cette mare. Donc, le photographe SS, en faisant ce cliché, s'amuse auprès des autres SS en disant « Regardez, ces juifs vont boire littéralement leurs congénères, puisque les victimes ignorent que dans ce point d'eau, il y a des cendres humaines, mais le SS qui fait la photo, lui, le sait. Et c'est la raison pour laquelle il fait cette photo. » De la même manière, vous expliquez que ces photos sont dénuées de scènes de violence, et pourtant, elle est présente à Auschwitz. Vous le savez, vous allez la voir par des signes sur certaines photos. C'est pas tant qu'elles sont dénuées de violence. C'est là aussi un des problèmes qu'il y a dans le rapport à l'image, c'est qu'on estime le on étant générique, on estime qu'il n'y a pas de violence, mais je le simplifie d'une manière évidente. Quand vous voyez des milliers de personnes qui descendent de wagons de marchandises, vous avez de la violence. Vous avez des milliers de personnes qui ont été transportées dans des wagons de marchandises ou des wagons à bestiaux pendant 2 ou 3 jours sur ces photos. Donc la violence, elle y est. Mais il y a cette idée qu'on a en tête de la violence telle qu'elle a été décrite par les rescapés. Et donc, on s'attend à avoir des coups. Effectivement, on ne voit pas, à une exception près, et c'est un élément qu'on a pu nous identifier, à une exception près, sur les 197 photos, il n'y a aucune trace de violence assénée. Ce qui n'est pas la même chose qu'aucune trace de violence. Il n'y a aucune trace de violence assénée. Là aussi, ça fait partie de la volonté des SS
pour constituer cet album, quand vous écrivez à votre supérieur, pour simplifier les choses, vous essayez de vous mettre en valeur, vous montrez que vous n'avez pas besoin, par exemple, de mettre des coups aux Juifs. Vous êtes tellement bon dans votre travail que les Juifs, vous les emmenez jusqu'aux chambres à gaz sans recourir à de la violence. Ça, c'est la fiction que créent Heuss et ses photographes pour se faire valoir auprès de Berlin. Alors, tous les témoignages de gens qui sont sur cette photo, j'ai évoqué Esther Goldstein tout à l'heure, elle raconte une scène de violence qu'a subie sa sœur. Sa sœur est arrivée avec des petits-enfants. Les SS lui ont intimé l'ordre de lâcher les enfants. Elle a refusé. Elle a été rouée de coups et finalement séparée de ses enfants. Tout ça, vous ne le voyez pas dans les photos de l'album. Or, on le sait par ce témoignage-là comme d'autres, que cette violence, elle a lieu sur les mêmes convois, d'une façon générale, mais avec précision, on le sait sur ces convois-là. Donc ça a été gommé volontairement pour montrer à quel point nous, SS, on travaille bien, regardez. Donc toute cette mise en scène nous piège, mais en plus, on est piégé par nos représentations. On s'attendrait à voir la violence telle qu'elle est décrite par les SKP à juste titre, et du coup, on omet de voir la violence qui s'offre à nos yeux. Quand des gens descendent de wagons à bestiaux, ils viennent de subir 2 ou 3 jours de violence. Quand vous voyez des récipients au bord de la rampe qui sont au pied des wagons, vous savez à quoi ça correspond, c'est-à-dire l'absence d'eau dans ces wagons, ou l'absence d'hygiène, puisque les mêmes récipients étaient utilisés au départ pour fournir de l'eau et ensuite comme récipients pour recevoir l'urine ou les excréments. Donc, une fois que je l'ai formulé, vous avez les images en tête. Mais quand vous voyez les mêmes objets qui se rattachent à ce que je viens de dire, vous ne reliez pas cela à toute la masse d'informations que je viens d'évoquer. Or, tout cela, ce sont des signes de violence. Et c'est présent, enfin, si on regarde bien, on peut le voir dans les photos. Vous montrez qu'il y a des SS où on voit qu'ils ont des cannes. On les voit pas s'en servir, mais ils ont les cannes. Voilà. Et justement, la seule exception de violence administrée, c'est un SS qui donne un coup de canne, ça échappe au photographe, donc c'est resté sur une photo qui nous est parvenue. Mais à chaque fois que vous voyez un SS avec une canne, d'abord, vous avez l'instrument de travail sur la rampe. La canne est là pour mettre des coups aux gens qui arrivent sur la rampe pour qu'ils ou elles aillent plus vite ou aillent au bon endroit, dans la bonne direction. Donc, usage de violence avec la canne. Mais il y a une deuxième dimension qui est encore plus effrayante. À chaque fois que vous voyez un SS avec une canne, il y a quelque chose de très simple. Quand vous rentrez dans la SS, on vous donne un fusil, on vous donne des chaussures, on vous donne l'uniforme qui a été fait par Hugo Boss, mais on ne vous donne pas une canne. Chaque fois que vous voyez une canne, c'est un ou une juive qui a été assassinée en arrivant à Auschwitz. C'est une personne âgée qui arrive avec une canne pour marcher. Elle a été tuée, tout ce qui reste c'est une canne qui a été récupérée par le SS qui en avait besoin pour aller, entre guillemets, travailler sur la rampe. Donc vous avez à la fois un objet de violence, sa présence marque la violence déployée contre les gens, mais un objet qui signe l'assassinat. La canne appartenait à quelqu'un qui a été assassiné à Auschwitz. Vous expliquez bien aussi à quoi peut correspondre, on voit souvent des hommes avec un bandage autour de la tête. En fait, ces bandages autour de la tête, pareil, notre regard glisse dessus, on ne fait pas attention ou l'identifie mal. À nouveau, si moi je me prends comme exemple ou comme cobaye, à chaque fois que je voyais ces bandages autour de la tête, ça me rappelait les dessins dans Lucky Luke, et je suis très sérieux parce que ça vous montre aussi comment des codes culturels, à savoir des représentations visuelles, peuvent être ancrés pour d'autres raisons. Un bandage autour de la tête, quand vous êtes habitué à lire Lucky Luke par exemple, vous pensez à une rage de dents. C'est comme ça que ça a été dessiné. En fait, c'est absolument pas ça. Ces bandages autour de la tête, c'est la trace de rasage forcé infligé aux hommes juifs religieux depuis septembre 1939. Il y a des dizaines de milliers de photos qui montrent des soldats allemands quand ils arrivent en Pologne, et ils rasent de force pour les humilier ces juifs religieux. On a la même chose en Hongrie en 1944, c'est pas les Allemands forcément qui le font, c'est aussi les Hongrois. Et donc ces hommes qui ont été humiliés se bandent la tête, soit parce qu'ils ont été blessés, donc ils saignent, soit parce qu'ils veulent recouvrir la nudité du visage qui leur a été infligée par les nazis ou les collaborateurs des nazis. Et donc ça vous montre là aussi que moi, bêtement, je pense que ça me renvoie à Lucky Luke, alors que ça renvoie à une toute autre réalité, mais qu'il faut réussir à comprendre. Et donc, il faut disposer de ce savoir, et à nouveau, il faut être en mesure de pouvoir réfléchir à ce qu'on voit, de comprendre pourquoi ces gens ont le visage bandé, et une fois qu'on a reconstruit toute l'opération, on peut le rattacher à d'autres photographies qu'on connaît, où on voit ces scènes de violence contre les hommes. Donc c'est vraiment un marqueur de la violence antisémite, même pas nazie, puisque là c'est des Hongrois, mais antisémite contre les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous parlez
plus de tri que de sélection. Alors pourquoi ? Et de la même manière qu'on voit dans les photos qu'il y a un tri des Juifs, il y a un tri aussi des vêtements, et on voit beaucoup de photos de ce qu'on appelle le Canada. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Alors, pourquoi tri ? Tout simplement parce que c'est le terme qui est utilisé dans l'album, et ce terme est loin d'être anodin, parce que justement, il permet de comprendre la constitution même de l'album, la logique des SS qui ont réalisé cet album. On a affaire à une immense opération de tri. En fait, c'est de la gestion de flux, enfin, du point de vue des SS. On a le flux de trains qui arrive et qui déverse des Juifs. Donc, il y a ce flux-là qui est photographié. Il y a le flux de Juifs. Et quand je dis de Juifs, il faut entendre au sens nazi du terme. C'est-à-dire, c'est pas des êtres humains, c'est des Juifs. Ils sont réifiés. Et donc, voilà comment nous, SS, on gère ce flux d'objets à gérer, ceux qui sont envoyés à la destruction et ceux qui sont envoyés au travail. Et ces opérations de sélection sont appelées tri dans l'album. C'est le tri. Et enfin, dernier tri, c'est celui des objets de valeur qui restent. Quand je dis de valeur, c'est pas de l'argent ou des bijoux, c'est que les objets ont une valeur, contrairement aux Juifs qui n'ont aucune valeur. Et donc, on a effectivement une quinzaine de photographies qui montrent les opérations de tri, soit sur la rampe, soit dans l'un ou l'autre des Canada, donc les secteurs d'entrepôt où étaient déposés et entreposés les biens des Juifs qui arrivaient. Alors pourquoi Canada ? Tout simplement parce que en Pologne, à l'époque, le Canada désignait la richesse, comme en français à l'époque, on disait c'est le Pérou. En Pologne, on disait c'est le Canada. Et donc les premiers détenus, qui étaient souvent des Juifs d'origine polonaise à Auschwitz, ont appelé ces secteurs d'entrepôt les Canada. Vous dédicacez l'ouvrage à 4 jeunes femmes, des jeunes filles plutôt, qui ont en commun qu'elles tirent la langue. C'est très émouvant. Pourquoi vous avez choisi de leur dédier votre travail ? Parce que, à nouveau, ça renvoie à l'importance documentaire qu'ont ces photos. Quand on commence à les analyser, on se rend compte de l'attitude des personnes qui ont été photographiées. Il y a une myriade d'attitudes très différentes, depuis la tristesse, la peur, la résignation, à la colère et aux gestes de défi. Et on a trouvé pas mal de gestes de défi. Et de manière très intéressante, les gestes de défi sont très genrés. Les hommes ne défient pas les SS sur les photos de la même manière que les femmes ou les enfants. Et vous venez de le dire, on s'est rendu compte que sur au moins 4 photographies, il y en a quelques autres où on n'est pas sûr, mais sur 4 photos, c'est certain, il y a des femmes et des enfants ou des jeunes filles qui tirent la langue par défi aux photographes. Et il nous a paru important justement de montrer que non, les Juifs, quand ils arrivent à Auschwitz, ce sont pas... Alors, l'idée a très largement disparu depuis quand même quelques décennies, c'est pas des gens qui se laissent mener à l'abattoir. Mais là, vous avez visuellement des exemples de cela. Ces gens sont débarqués dans un lieu qu'ils ne connaissent pas, entourés de SS, enfin, vous additionnez tout ça, tirer la langue, ça peut paraître totalement anecdotique, ce sont d'immenses gestes de défi, et même qu'on peut qualifier de résistance pour le coup. Merci Tal Brutmann pour cet important travail. Donc je rappelle le titre, un album d'Auschwitz, comment les nazis ont photographié leurs crimes, paru aux éditions du Seuil, donc un travail de Tal Brutmann, de Stefan Hördler et de Christoph Kreutzmüller.